l'écologie. Tout le monde nous en parle. En politique, dans les infos, dans les reportages, même dans le monde du divertissement, avec les films, l'animation, les jeux vidéo. Un thème si présent qui pourrait nous paraître redondant. Et pourtant, certaines œuvres arrivent encore à tirer leur épingle du jeu. Et là, on se trouve face à Kena Bridge of Spirit, un jeu sorti sur PS5 qui vient nous parler de ce sujet. Et clairement, il aborde les choses de manière très intéressante. Mais tout ne se fera pas si facilement. Et par moments, le jeu se prendra les pieds dans le tapis. Ce qui desservira le message fort qu'il a à nous faire passer. Je vais donc vous parler de ce que j'ai ressenti. Alors, qu'est-ce que Kena a à nous raconter? Nous incarnons le personnage de Kena, une jeune passeuse d'âme qui se rend dans une montagne empreinte de mystère pour suivre les traces de son père. Nous entrerons dans un village gardé par des esprits corrompus suite à la rupture du cycle naturel. Comprendre ce qui est arrivé tout en parcourant des paysages poétiques. Voilà la promesse qui nous est faite. Une aventure qui se déroulera en 3 actes, où nous devrons aider, de manière musclée si vous voyez ce que je veux dire, 3 esprits corrompus. Bon, ok, on ne dirait pas, mais je vous assure qu'après cela, ils se sentent bien mieux. Nous suivrons les événements tragiques qui leur est arrivé durant la chute du village, avec à chaque fois des thèmes forts propres à chaque antagoniste. On rentre directement dans le bain avec l'histoire de Taro et de ses frères orphelins, Seiya et Benny, dont il est le responsable depuis le décès de ses parents. Une responsabilité qui est bien trop importante pour cet adolescent. Comme antagoniste, il fut sensible aux changements qui s'opérèrent au sein du village. Avec la maladie qui, en gagnant du terrain, finissa par emporter ses parents. Ainsi que les perturbations au sein de la forêt, qui se firent de plus en plus ressentir. Et surtout, un fort sentiment d'impuissance face à ces changements qu'il subissait. Un matin, alors qu'il alla pêcher, une explosion issue du temple de la montagne le propulsa, et il perdit connaissance. À son réveil, il ne trouvait plus ses frères et la forêt était en proie aux flammes. Le désespoir et la culpabilité s'empareront alors peu à peu de Taro, qui finira par devenir un esprit corrompu. Taro représente un enfant qui est capable de ressentir des choses qui échappent parfois aux adultes, en posant un autre regard sur son environnement. Mais les choses le dépassent, et il est incapable d'arrêter les processus en cours. Il est impuissant à protéger ses frères lors de la catastrophe. Et c'est ce sentiment d'impuissance et de culpabilité qui le rongeront tellement qu'il finira par être corrompu. On peut aussi faire le parallèle avec le monde d'aujourd'hui, où une partie de la jeunesse a clairement envie d'agir pour améliorer les choses, mais n'a pas forcément les clés, et surtout se sent impuissante face à des changements qu'ils subissent. Et c'est là que le jeu va être fort. Les émotions ressenties par des personnages comme Taro peuvent facilement nous parler. Après notre aide avec une méthode bien à nous, l'esprit de Taro se libérera de sa culpabilité. Par la suite, nous pourrons nous diriger vers le second acte du jeu, mettant en scène Adira, l'artisane du village corrompu. Elle nous est présentée comme un génie dans son domaine, celle qui a réussi à utiliser l'énergie de la montagne pour faciliter la vie des habitants dans chaque aspect de leur quotidien. Elle donna beaucoup pour le village au travers de son travail. Mais lorsque la chute de celui-ci commença à s'amorcer, sa compagne Anna partit hors du village en quête de solutions pour son peuple. Ne la voyant pas revenir, Adira se lança en désespoir de cause dans la construction d'un phare pour que celle qu'elle aime puisse retrouver son chemin. Elle alla jusqu'à utiliser le cœur du village qu'elle installa en haut de son phare, avant qu'elle aussi finisse par sombrer face à ses propres démons. Adira, elle est éperdument amoureuse de Anna. C'est ce qui va la pousser dans la construction de son phare, peu importe le prix pour le village. Elle est aveuglée par l'amour et ses agissements sont des plus égoïstes. Alors que l'artisan de génie qu'elle est aurait pu chercher des solutions pour essayer de sauver
et le village et sa bien-aimée. Mais accuser uniquement la créatrice me semble bien facile, car le village aurait dû mettre en place une gestion intelligente des ressources, sans quoi cela ne mène qu'à leur épuisement et leur incapacité à s'en passer. Vous verrez donc vite où je veux en venir quand je fais le parallèle avec le monde actuel, où les hommes créent des technologies et utilisent des ressources. Bien trop souvent, sans se poser la question des conséquences, ce qui nous amène, nous aussi, dans des situations qu'on qualifiera de délicates. Bon, en vrai, le jeu ne donne pas de réponse super claire sur ces aspects, ce qui permet une interprétation assez libre de la situation. Et c'est super intéressant, car chacun pourra le ressentir à sa manière. Vous me direz comment vous le percevez. On finit avec le chef du village, Toshi, qui, face à la chute de celui-ci, requit le conseil des anciens. Mais il jugea leur réponse non satisfaisante. Adopter une attitude attentiste pour permettre au cycle naturel de se remettre en place, il ne put l'accepter. Il se dirigea droit vers le temple de la montagne pour régler la situation seul. Une fois arrivé, il fut devant le dieu de la montagne, le dieu Roth. Un affrontement eut lieu et Toshi en sortit vainqueur. Une victoire au goût bien amer, car c'est ce qui précipita la fin de son peuple. Ainsi, il devint la source de corruption de la montagne. Tant que nous ne l'aurons pas aidé, la nature ne pourra pas se régénérer. Toshi est un personnage qui agit par amour pour son peuple et qui fera tout pour le sauver, quoi qu'il en coûte. On a là un antagoniste qui agit certes par amour des siens et par sens du devoir, mais de manière très égoïste. Il n'écoutera pas le savoir des anciens, préférant agir plutôt que de laisser le cycle naturel ne se remettre en place. Il choisira d'endosser toutes les responsabilités seul, en ignorant les compétences d'une personne comme Adira, qui aurait pu l'aider à comprendre ce qu'il se passait et chercher des solutions. C'est la fin du chef du village, qui marquera le retour de l'harmonie et celui du dieu Roth. La voie de la violence empruntée par Toshi est la facilité la plus utilisée par les hommes depuis toujours. Elle résonne avec notre histoire. Nombre de guerres ou d'événements isolés en résultent. Cette manière de penser de la part des dirigeants n'amène qu'à la souffrance des peuples. Et dans le cas de Toshi, cela marquera la fin de son village. Et il y a aussi tout ce côté agir sans réfléchir aux conséquences, avec un petit air de toute manière, je sais que j'ai raison. Une chose très présente chez de nombreuses personnes, dont nos dirigeants. Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Mais bon, la comparaison équeuse s'arrêtera là, car il y a tout le côté agir par amour pour son peuple et par sens du devoir, qui est une chose très absente chez eux. Mais est-ce que le déclin aurait pu être évité? On apprendra qu'un autre peuple était présent dans la montagne avant celui de Toshi, et que ce peuple a laissé des consignes pour vivre en harmonie avec le cycle naturel. Le village a donc ignoré ou bien fait abstraction de ces conseils. Nous sommes donc face à des hommes qui n'en ont fait qu'à leur tête. Là encore, ce sont des choses que l'on peut relater dans notre propre monde. Au final, la catastrophe qui a entraîné la fin du village fait écho de manière assez forte à tous les problèmes écologiques que nous pouvons rencontrer. À ce stade, on a bien compris l'aspect fable écologique. Kena est arrivée avec une volonté dans la montagne, aider les esprits présents. Et même si elle a des doutes, les Rods vont naturellement la suivre. Il signifie pourriture en anglais et représente le cycle naturel. Car entre guillemets, tout finit par pourrir avant d'être utilisé par la vie. Que ce soit sous forme animale, de plantes, de nourriture, peu importe. C'est un cycle qui peut faire peur mais qui est nécessaire. Car c'est ce qui permet aux êtres vivants de vivre en harmonie avec les ressources à leur disposition. Et on a là un point super important, qui pose beaucoup de questions. Après cette période prospère permise par les technologies d'Adira, est-ce que le village ne consommait-il pas trop? La montagne était-elle seulement encore capable de fournir assez de ressources naturelles? Le pouvoir de la montagne est représenté par le dieu Roth, qui assure le cycle naturel. Toshi a donc rompu cette harmonie. La corruption est le résultat de ce cycle qui ne peut plus fonctionner. Le déséquilibre qui en résulte rendra la nature bien plus hostile.
En utilisant le pouvoir des rods qui nous accompagnent, nous rétablirons petit à petit l'harmonie dans la montagne. Mais cela ne se fera entièrement qu'à la chute de l'ancien chef du village. Au-delà de la morale écologique, le jeu cherche vraiment à nous faire comprendre le cycle naturel et à le respecter. Et pour faire passer ces messages, il faut que chaque aspect soit travaillé. La mise en scène, la narration environnementale, la manière dont on nous fait passer les émotions. Surtout dans un jeu qui se veut assez contemplatif. Et là, il y a plusieurs soucis. Notamment lorsque nous ne sommes pas en cinématique. On a plus la sensation d'aller à un point A jusqu'à un point B en traversant juste de jolis environnements. Les personnages secondaires qui ont vécu auprès des antagonistes comme Taro, Adira ou encore Toshi ne nous aident pas assez à les connaître. Même si oui, il y a de belles tentatives, comme avec l'intro du personnage d'Adira, qui nous met vraiment dans l'ambiance de ce qui s'est passé dans la chute village. Mais ce sera malheureusement la seule mise en scène game un peu osée du jeu, car hors des cinématiques, les moments marquants manquent vraiment. Apporter plus d'éléments via son environnement ou des mises en scène in-game aurait permis de transmettre son histoire et les messages bien plus facilement. Avec des environnements qui nous permettent de comprendre comment était la vie des antagonistes avant la catastrophe. Par exemple, l'atelier d'Adira avec tout ce sur quoi elle travaillait. La maison de Toshi avec des traces éventuelles de sa femme et de ses enfants. Des scénettes avec les esprits saints qui nous montrent et nous décrivent comment était leur vie avec les antagonistes. La quasi-totalité du développement de l'histoire et des personnages se font via les cinématiques. Mais nous passons le plus clair de notre temps à jouer et à parcourir des environnements qui ne nous racontent pas grand-chose. Et ce n'est clairement pas nos interactions avec les personnages secondaires qui vont nous garder en haleine. On peut facilement être sorti de l'histoire et passer à côté des messages du jeu. Et notre personnage principal dans tout ça? En vrai, on n'en parle pas depuis le début de cette aventure. Et Kena, elle n'a pas trop de rapport avec l'écologie. Elle suit une quête bien plus personnelle sur les traces de son père. Malheureusement, son personnage sera très peu développé tout au long de l'aventure. Elle préférera souvent rester en retrait, laissant les esprits se retrouver. Elle ne donnera pas son avis sur les situations, ni sur les actions de nos antagonistes. Et c'est compréhensible. Elle n'est pas là pour juger, mais pour aider ceux dans le besoin. Elle porte un regard sur ces histoires de ces esprits qui ont sombré. Elle est pleine d'empathie. Pour autant, elle est tiraillée. Est-elle vraiment là par bonté de cœur, ou le fait-elle plus par intérêt personnel? Des questions qui sont très peu développées dans le jeu et c'est bien dommage, car sa quête personnelle pour se trouver pourrait être très intéressante. Et il y avait la place pour le développer. Son personnage est bien trop rushé, surtout à la fin, ce qui perturbe notre compréhension. Car au final, on ne ressent pas vraiment les doutes et les interrogations de celle-ci, ce qui rend la fin du jeu assez confuse. Car suite à notre défaite face à Toshi, nous devrons nous ressaisir et mettre fin aux doutes qui nous habitent pour revenir plus fortes. Mais surmonter les peurs et les interrogations de Kena, lorsqu'ils sont si peu présents dans le jeu, questionne plus le joueur sur le pourquoi de cette scène. C'est bien la fin de l'aventure qui permettra à Kena de se confirmer en tant que passeuse d'esprit et digne héritière de son père. Alors, qu'est-ce que Kena nous a raconté? L'histoire a de véritables messages à nous transmettre et de grandes forces dans son lore. La manière d'aborder l'écologie a de quoi faire mouche et peut vraiment nous toucher. Le jeu a un vrai côté envoûtant avec ses paysages poétiques et ses cinématiques très travaillées. Mais lorsqu'il s'agit de transmettre des émotions, cela pêche. Et ça peut carrément nous sortir de l'histoire et nous faire passer à côté des messages. D'un côté, on ressent toute l'expérience du studio dans l'animation, et de l'autre, le manque dans celui du jeu vidéo. Ce sera donc à vous de voir si l'histoire de ce jeu peut vous transporter. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.